Alors que les Jeux Olympiques de Paris doivent se terminer ce dimanche avec la cérémonie de clôture, le site d'investigation Mediapart a révélé cette semaine que contrairement à ce que déclarait officiellement le comité d'organisation des Jeux, la qualité de l'eau de la Seine était largement insuffisante depuis le début de l'événement. Alors quels sont les risques? Comment les épreuves ont-elles pu se tenir? Et pourquoi investir autant d'argent pour assainir l'eau de la Seine? Salut, c'est Léa, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Mediapart s'est donc procuré, il y a quelques jours, les résultats d'analyse officielle des prélèvements effectués tous les jours par les équipes d'eau de Paris, le laboratoire rattaché à la mairie de Paris. Et les résultats sont sans appel, la qualité de l'eau de la Seine n'était suffisante pour la baignade des athlètes que 20% du temps depuis le 26 juillet dernier, jour de lancement des Jeux Olympiques. En gros, entre le 27 juillet et le 5 août, les niveaux de qualité des eaux fixés par la Fédération internationale de triathlon n'ont été respectés que 2 jours, les 30 et 31 juillet, le 31 juillet étant le jour où les épreuves individuelles de triathlon masculin et féminin ont justement eu lieu. Ça explique pourquoi tous les entraînements dans la Seine ont été reportés quelques jours avant les épreuves. Et le 5 août, donc le jour de l'épreuve de relais mixte, les athlètes ont donc nagé dans une eau qui n'était pas aux normes. Mais ça ne s'arrête pas là, selon des données publiées sur le site de la ville de Paris, repérées par France Info, les seuils recommandés par les autorités sanitaires ont été dépassés le 17 juillet au Bras-Marie, le lieu de la baignade de la maire de Paris, Anne Hidalgo. En tout cas, depuis le début des Jeux, il est très compliqué d'avoir accès aux analyses de qualité de l'eau de la Seine. Le comité d'organisation des Jeux ne donne que quelques données, la mairie de Paris et la préfecture d'Île-de-France ont arrêté leur propre bulletin hebdomadaire lancé en juin, et l'agence régionale de santé d'Île-de-France refuse de partager les avis sanitaires commandés par la préfecture. Mais alors, quels sont les risques précisément? Eh bien, il y a 2 choses qui sont particulièrement scrutées dans ces analyses, ce sont les taux d'Escherichia coli et d'entérocoque, 2 bactéries qui, si elles sont présentes en trop grande quantité, peuvent altérer la qualité de l'eau et les nageurs pourraient attraper des gastro-entérites ou des maladies de la peau par exemple. Le truc, c'est que la concentration de ces bactéries dans les fleuves augmente après de fortes pluies qui peuvent faire déborder les stations d'épuration et engendrer un débordement des eaux usées. Et c'est donc ce qui s'est passé juste avant les JO, on se souvient de la cérémonie d'ouverture sous la pluie. Alors il y a aussi un autre risque, c'est la dermatite du baigneur. En gros, ce sont des démangeaisons de la peau qui peuvent apparaître après une baignade dans de l'eau où vivent des oiseaux aquatiques et des escargots d'eau. Elles sont causées par les larves de la cercaire, un parasite qu'on trouve chez les canards colverts et les cygnes. Autre risque, la leptospirose qui est transmise par l'urine des rongeurs et qui peut provoquer des vomissements, de la fièvre, des maux de tête et la diarrhée. Alors selon le comité d'organisation des Jeux, les triathlètes ont été informés des analyses de l'eau de la Seine avant le relais mix du 5 août et notamment du dépassement des taux réglementaires sur un des 4 points de test pour la bactérie E. coli, mais il n'y aurait pas eu d'objection pour nager de leur part. L'épreuve de relais mixte a donc bien eu lieu car les athlètes ont accepté de nager dans la Seine. Mais alors, combien ça coûte de rendre la Seine baignable et qui finance tout ça? Faut savoir que le plan lancé en 2015 par la région Île-de-France a mobilisé au total 1,4 milliard d'euros. Il y a plusieurs acteurs qui ont financé ce projet, à savoir la préfecture de région, la ville de Paris, l'agence de l'eau Seine-Normandie, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et des collectivités de Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Alors, on n'a pas le détail de tous les financements, mais l'agence de l'eau Seine-Normandie a financé 700 millions d'euros. Concrètement, il a fallu construire ou mettre aux normes plein d'ouvrages à différents endroits de la Seine et même sur des affluents comme la Marne. Alors pour vous donner un exemple de travaux, on peut citer le bassin de rétention d'Austerlitz qui vise à absorber les précipitations en cas d'intempéries majeures. C'est une énorme cuve de 35 mètres de haut et 50 mètres de diamètre qui a coûté à elle seule 100 millions d'euros. Mais alors, comment la ville de Paris va-t-elle faire pour la baignade dans la Seine post-JO? Car oui, le but c'est de pérenniser la baignade dans la Seine. La mairie de Paris a d'ailleurs prévu d'ouvrir 3 sites de baignade dès l'été 2025. Les plans d'eau seront surveillés et délimités par des bouées, il y aura un ponton pour y accéder, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais. À voir donc comment tous ces tests vont évoluer et si la baignade sera bien effective dans un an, on suivra ça. On continue avec les actualités en bref et on commence avec cette info. Aux États-Unis, les 2 principaux candidats à la présidentielle américaine, l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris, ont accepté de débattre le 10 septembre sur la chaîne de télévision américaine ABC. C'est ce qu'a confirmé le groupe ce jeudi. Cette date, c'était celle qui était initialement prévue pour le débat entre Donald Trump et le président américain Joe Biden quand il était encore candidat pour un second mandat. Mais depuis l'annonce de son retrait de la campagne, Kamala Harris
Harris et Donald Trump avaient du mal à se mettre d'accord sur une date pour leur débat. On suivra donc tout ça le 10 septembre prochain. Deuxième actu, les prisons israéliennes seraient devenues des camps de torture pour les détenus palestiniens selon un rapport de l'ONG israélienne de défense des droits humains B'Tselem. L'ONG a recueilli le témoignage de 55 anciens détenus qui ont notamment décrit, je cite, des actes fréquents de violences graves et arbitraires, des agressions sexuelles, mais aussi des privations de nourriture délibérées et des privations de sommeil. De son côté, l'armée israélienne a rejeté catégoriquement ces accusations. Selon elle, je cite, tout acte de maltraitance sur les détenus, que ce soit lors d'une arrestation ou d'un interrogatoire, est illégal et contraire aux directives de l'armée israélienne et strictement interdite. À noter qu'une semaine avant la publication de ce rapport, l'ONU avait elle aussi publié un rapport indiquant que les prisonniers palestiniens étaient soumis à des traitements pouvant s'apparenter à de la torture. Par ailleurs, en juillet, l'armée israélienne avait annoncé l'interpellation de 9 de ses soldats visés par une enquête pour de mauvais traitements présumés sur un détenu dans un centre de détention où sont incarcérés des Palestiniens de Gaza. Troisième actu, Israël a accepté de reprendre le 15 août les négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, c'est ce qu'a annoncé ce vendredi le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Quelques heures avant, les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis avaient demandé à Israël et au Hamas de reprendre les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza et d'une libération des otages par le Hamas. Alors parallèlement à ça, Benjamin Netanyahou s'est excusé pour la première fois depuis les attaques du 7 octobre. Dans une interview publiée dans le magazine américain Time, il a dit être, je cite, « désolé que le Hamas ait pu attaquer Israël le 7 octobre et de ne pas avoir pu l'empêcher ». Il n'a cependant pas explicitement reconnu sa responsabilité dans l'échec de son gouvernement face à ce qui est la pire attaque de l'histoire d'Israël. Ce jour-là, 1198 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes. Par ailleurs, 251 personnes ont été enlevées et 111 sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes selon l'armée. Et à Gaza, au moins 39 700 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre selon le Hamas. Quatrième actu, au Venezuela, le président Nicolás Maduro a annoncé ce jeudi la suspension du réseau social X, anciennement Twitter, pendant 10 jours. Alors, on en a déjà parlé, la réélection de Nicolás Maduro il y a 10 jours est contestée par l'opposition qui revendique la victoire, mais aussi par plusieurs membres de la communauté internationale. Depuis l'annonce de sa réélection fin juillet, le Venezuela est confronté à des manifestations importantes qui ont déjà fait 24 morts selon un bilan des organisations de défense des droits humains et ont mené à l'arrestation de plus de 2200 protestants selon le président vénézuélien. Nicolás Maduro a donc décidé de suspendre X, s'estimant victime d'un complot, et il avait d'ailleurs déjà annoncé ce lundi se retirer de WhatsApp tout en accusant les réseaux sociaux de tentatives de coup d'État cyberfasciste criminel. Et on finit avec cette actu, une grande parade olympique se tiendra le 14 septembre sur les Champs-Élysées, une semaine après la fin des Jeux paralympiques. Tous les athlètes français ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques sont invités à y participer. À noter que la délégation française comporte 571 athlètes pour les JO et 236 pour les paralympiques. Cet événement devrait rassembler plusieurs milliers de personnes selon RMC Sport.